Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce Tech Live pour une partie 2, chapitre 2, où on va parler des LLM en profondeur dans vos applications, de manière générale aussi, et comment effectivement on peut jouer un petit peu avec l'IA génératif à travers ce qu'on nous donne en open source, mais aussi en consommation d'API et toutes les techniques un petit peu qui nous servent à utiliser ou consommer de l'IA génératif. Pour me présenter, pour ceux qui n'étaient pas là aussi, chapitre 1 que j'ai fait donc le 11 décembre. Vous pouvez revoir le Tech Live d'ailleurs en rediffusion dans l'événement Clanic Tech Live partie 1. Donc je suis Julien Boyer, chef de projet IA et RD Engineer. Encore une fois, un spécial remerciement pour la seconde fois Baptiste, Cyril, Juliette, Jessica et toute l'équipe Clanic qui me suit et qui me supporte. Voici mes liens aussi en dessous de réseaux sociaux. Vous avez mon LinkedIn, mon email si vous souhaitez me joindre directement si vous avez des questions-réponses, ou si vous voulez des contacts ou autre en soi, ou des feedbacks par rapport à mon aventure chez Clanic et puis mon aventure de data science et Genia développeur, et mon Twitter. J'aime bien dire Twitter parce que X c'est un peu bizarre, donc Symfomany pour me suivre, mais également le QR code. Voilà. Tac, on va parler un petit peu de concepts clés des LLM pour bien comprendre un peu ce qu'il y a sous le capot des LLM. On va rappeler un petit peu quelques définitions pour ceux qui n'étaient pas là, mais aussi rentrer un peu plus en profondeur sur c'est quoi un LLM, ça sert à quoi et comment on peut se l'approprier. Aussi les techniques et tooling de la GenAI, on verra voilà, sur un panoplie d'outils qui vous sert aujourd'hui à développer sous l'IA génératif. Une technique assez connue, le RAG, donc on entend aussi parler de Raft aujourd'hui avec du fine-tuning, de RIG et de plein de techniques qui découlent du RAG. On va voir comment de manière augmentée on peut avoir un dataset et on peut venir rajouter une couche de connaissances, une couche intermédiaire, ce qu'on appelle une couche d'embedding aussi, pour pouvoir apporter des connaissances sur le LLM. Enfin, on verra rapidement comment le fine-tuner. Ça peut être long, donc je ne vais pas le faire tout entièrement, mais je vais vous résumer un peu le principe du fine-tuning à travers quelques techniques qu'on appelle PEFT, qu'on appelle LoRa, etc., etc. Et enfin, on va parler un petit peu de supervision, de monitoring, de tests et d'outils qui nous servent un petit peu à tout cela. Pour présenter un petit peu les concepts en premier lieu de LLM. Donc le LLM, je le rappelle, c'est un large language model qui est né en fait de plusieurs travaux de recherche qui ont été avant 2017. Donc en fait, en 2017, il y a tout qui a changé pour les LLM, et les LLM sont quasiment nés en 2017 par une architecture qu'on dit les transformers. J'en ai un petit peu parlé au chapitre 1. C'est une architecture dont je vais détailler à peu près par la suite. Mais avant cela, il y a eu des travaux en fait de mener et des projets qui ont donné suite à d'autres architectures. En 88 jusqu'à 97, il y avait les RNN LSTM aussi qu'on nommait, ou les RNN pardon, GRU. On verra un petit peu aussi c'est quoi un RNN. Donc c'est ce qu'il y avait avant en fait ChatGPT. En fait, avant ChatGPT, si vous le souhaitez, de manière simple, on faisait de l'apprentissage par des réseaux de neurones récurrents, RNN, qui permettaient donc sur des séries de temps, ce qu'on appelle des séries de temps, c'est des données en fait temporelles, comme du son, comme de l'audio, comme plein de choses, comme des points spatiaux aussi, mesurés à travers le temps, était effectivement une architecture qui, de manière séquentielle, pouvait prédire la suite sur ce qu'on appelle une chaîne cachée de Markov aussi, sur le prochain mot ou autre par rapport effectivement à ce qu'il avait appris. Donc, c'est un réseau de neurones comme il en existe, hein, CNN, RNN, etc. Mais la particularité, c'est qu'il pouvait, de manière récurrente, trouver, entre guillemets, les bonnes pondérations et surtout les bonnes caractéristiques quand il allait en profondeur, et retenir en mémoire aussi ce qu'il avait précédemment. Donc, dans les séries de temps, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai par exemple un son ou un mot que je vais prononcer d'une certaine voix, d'une certaine manière, et je vais pouvoir effectivement avoir une spatialisation entre guillemets temporelle qui va me permettre en fait
pour lui du RNN de scanner un peu les caractéristiques précédentes et de mémoriser pour anticiper ce qu'il allait avoir par la suite. Alors, ça avait un avantage et aussi un inconvénient. L'avantage, c'est que ça pouvait prédire, par exemple, un mot ou classifier une attention. Par exemple, je vais au cinéma, ou il fait beau, ou autre en soi. Les sentiments classifiés, par exemple, analyse positive ou négative, ou je vais à Lyon, par exemple, ou je caresse un lion, par exemple, même lion, effectivement, s'orthographiait différemment. Donc, on avait vraiment voilà, quelque chose qui était plutôt simple, entre guillemets, de déduction d'architecture qui tenait bien la route. Et personnellement, dans mon ancienne vie, je faisais de la reconnaissance vocale dans l'IA et j'ai plusieurs fois utilisé l'algorithme de type LRNN en deep learning qui permettait de faire de la reconnaissance vocale. C'est classiquement ce qu'on utilise en termes d'architecture pour reconnaître un son, un phonème, une voix et faire de l'identification de mots après, comme un peu le fait Google Assistant ou Amazon Alexa. LSTM, c'est le Long Short Time Memory, c'est ce qui nous permettait d'avoir cette couche cachée et cette mémorisation dans le temps. Seulement, elle avait plusieurs inconvénients. C'est-à-dire que sur un long contexte ou quand on se rendait compte sur un long corpus, il y avait une fuite de mémoire et une fuite de gradient, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que le mécanisme, en gros, ne retenait plus ce qu'il avait appris au début et donc, effectivement, ça devient un peu problématique. Donc, sur de la connaissance simple ou juste une phrase avec des mots, ça convient largement. Sur une connaissance plus compliquée avec un peu plus de complexité au niveau de la NLU, Natural Language Learning, ou le traitement naturel de texte, là, ça devient un peu plus problématique. C'est là où sont nés les Transformers. Les Transformers, c'est une architecture qu'on va dire unie ou bidirectionnelle, selon ce qu'on y met, si on y met BERT ou pas dans les Transformers. Mais cette architecture permettait, en gros, de faire des mécanismes d'attention. Et ces mécanismes d'attention permettaient donc de focaliser certains mots dans la phrase comme étant plus importants que d'autres. Et ce mécanisme d'attention permet aussi de faire des corrélations entre plusieurs mots, c'est ce que je vais montrer juste après. Donc tout là, ce que vous devez retenir, c'est que c'est une date disruptive 2007, parce qu'à partir de là est né ChatGPT et toutes les technologies d'IA générative que l'on connaît, se basant principalement sur l'architecture de Transformers, puis après Google a pondu BERT, en soi plus bidirectionnel, mais moins efficace pour la génération de textes longues. Puis après, effectivement, est venu des modèles un peu plus open source, Palm ou autres, GPT, Bard, maintenant qui est effectivement Gemini et qui est repris par le modèle Gemma, Falcon aussi, Gemma 2, etc., etc. Mais tout ce qui en découle, effectivement, date de 2017, c'est une date que de retenir, puisque c'est la date, effectivement, de la naissance des Transformers, ce qui a radicalement changé l'apprentissage profond, donc l'architecture avant de type CNN, RNN, et j'en passe. Cette approche texte à texte permettait un entraînement, en fait, par mécanisme d'attention. À noter aussi, c'est que juste avant cette période-là, il y a Google qui a lancé T5 Flan sur différentes versions, 11B, 5B, qui était basée sur un gros dictionnaire de mots et qui permettait faire de la prédiction, entre guillemets, de mots-clés ou de la classification, par exemple, de texte, ou tant bien même de remplir des textes à trous. Mais ça n'allait pas au-delà parce qu'il manquait effectivement cette partie de Transformers, cette partie générative qu'on va voir juste après. Alors, pour parler un petit peu de l'IA générative et de ce que vous entendez au niveau technique, GPT-4 qui est sa dernière version, il y a la version O1 maintenant qui est sortie en preview puis en O1 officiellement, il y a la version O1 Pro. Alors, quand on entend des benchmarks, je vais l'afficher juste après, attention, ça va prendre avec des pincettes parce que les benchmarks, ça veut tout et rien dire, ça se base sur soit de la compréhension, soit du raisonnement logique, soit des connaissances scientifiques, soit de la traduction, soit de plein de critères différents par rapport aux technologies génératives qui sont sorties. Mistral, qui est français, Mistral 7B, atteint un bon score, promettant effectivement des belles performances au niveau, notamment compréhension de texte, et qui plus est en français. Claude 2, Claude 3, qui est aussi français chez Anthropic. Gemini Pro, qui est une version aussi de Google et Gemini Live, une version de l'IA générative, et GPT, comme j'ai dit, qui est une version d'OpenAI. Llama étant le projet open source lancé par Facebook, par le FAIR, Facebook Search, mené par Yann Lequin, et qui permet effectivement d'avoir des modèles vraiment performants au niveau d'IA génératif et d'avoir des modèles surtout variés. Quand je dis variés, c'est que on peut avoir le choix entre le 7B, le 13B, le 25B, le 70B, et il y en a encore. Et surtout, ils sont déclinés après par Code Llama, si on veut généraliser du code. Il y a Vision Llama qui est sorti. Il y a plein d'autres modèles qui sont intéressants. Donc Facebook avec Meta, je dis Facebook,
parce que c'est connu, mais Meta, effectivement, met en place pas mal d'architectures LLM assez intéressantes et qui plus est par rapport aux concurrents à côté, qui sont vraiment open source, qu'on peut utiliser et commercialiser. Donc ça, un petit peu, c'est ce qu'on avait avant. C'est ce qu'on appelle aussi un réseau de neurones. Donc ce réseau de neurones est de type récurrent, à mémoire longue ou courte, c'est le fameux format LSTM. Donc le format LSTM, en fait, ce sont des cellules spéciales qui contiennent plusieurs informations clés, plusieurs éléments, donc des informations à long terme, à retenir à long terme, des informations à retenir à court terme, et tout ce mécanisme en soi contrôle le flux d'informations dans la cellule, le schéma que vous voyez sous les yeux. Le schéma, en gros, le LSTM, il contient en fait 3 portes principales, si vous voulez comprendre le mécanisme de type réseau de neurones récurrent avec long short-time memory. Il y a la porte d'oubli, ce qu'on appelle la forget gate, c'est les informations en fait dans la cellule de mémoire qui doit être oubliée, donc forget gate. Donc dans une phrase, les mots ou autres en soi qui n'ont pas forcément de contexte ou d'importance. Je suis à Lyon pour la fête des Lumières, par exemple, suis, voilà, des mots effectivement qui n'auront pas beaucoup de signification si on les retenait en soi en tant que tel et qui ne donnent pas de contexte à proprement dit. L'input gate, c'est donc la cellule qui va permettre de gérer en fait toute la mémoire. Puis l'output gate, tout ce qui est output, va contrôler quelles informations de la mémoire seront les plus utilisées, comme je l'ai dit juste avant, pour produire la sortie, la prédiction de sortie. Voilà. L'avantage des LSTM, c'est que ça résout le problème effectivement de mémoire à long terme, entre guillemets, d'un RNN classique. Parce qu'un RNN à nu, effectivement, peut juste prédire les suites de séries en soi sur des mots ou des mots-clés ou autre en soi. Mais le RNN avec le LSTM permet de traduire ou de prédire « j'aime les sushis, je vais, par exemple, partir en manger par exemple, au restaurant japonais, etc. Voilà, tout ce qui est en liaison avec le sushi, donc pour prédire correctement, par exemple, au Japon, par exemple. Voilà. Il pourra donner un peu un score, si vous voulez, donc à des mots prédictifs, mais que d'un seul sens, de manière séquentielle, de gauche à droite, et surtout, donc, que d'un seul sens. C'est-à-dire qu'on va prédire le mot suivant, par exemple, dans la phrase le plus probable, par rapport effectivement, donc, qui est un mot, hein, une suite de syllabes, de phonèmes, et qui est effectivement prédictif au niveau séquentiel. Voilà. Le RNN, c'était le prémisse un petit peu des transformers, c'est-à-dire qu'il arrivait quand même avec une mémoire à court terme, à long terme, c'est un grand mot entre guillemets, à prédire effectivement les séquences bout en bout et à effectivement dire OK Google ou dis Siri ou Alexa, donne-moi la cuisine. Voilà, des mots simples et des intentions simples, il était capable effectivement de les mémoriser. Mais ça avait un coût, le coût de la mémoire, le coût effectivement du GPU. Et pour entraîner un RNN de type LSTM, par exemple pour des audios, chose que j'ai faite dans mon activité précédente, il fallait effectivement des grosses machines. Des grosses machines parce que moyennant quoi, effectivement, il fallait entraîner par exemple un mot, un jargon, je peux vous donner une expérience personnelle, où on entraînait des mots-clés pour les forestiers, et chacun des mots-clés était entraîné effectivement des milliers de fois quasiment, avec des voix différentes, avec des tons différents, avec du bruit, avec plein de choses en soi. Donc le LSTM est capable comment dirais-je, d'entraîner par exemple de l'analogique, des voix, du son, d'accord, mais de pouvoir effectivement garder le phonème ou l'intention de voix. Après, je vous montrerai que, en fait, sur la reconnaissance vocale, par exemple, les types RNN, LSTM sont déjà implémentés en fait par exemple dans vos téléphones ou dans les enceintes connectées. C'est le fameux qu'on appelle wake word, le OK Google ou le dis Siri. En fait, plus complexe que ça, c'est ce qu'on appelle le MFCC. Donc, c'est Mel Frequencies Coefficient Spectre Coaxial. C'est en français, en fait, un spectre multilarge qui va effectivement donner, en fonction de ça, une énergie, une intention et une fréquence, une caractéristique buccale, nasale, etc., qui va nous reconstituer en fait une image 2D que dire que c'est bien moi qui ai dit OK Google et pas une autre personne. Voilà. Mais ça, c'est le type effectivement RNN, par exemple, un réseau de neurones récurrent qui va mesurer à travers le temps, une voix, un son. Voilà. Donc ça, c'était effectivement les prémices. Après, effectivement, il y a plusieurs technologies qui sont venues se greffer et plusieurs projets. Les projets ici, vous les avez à l'époque, GPT et NeoX.
GPT, puis différentes versions à l'époque. Il n'y avait même pas la 3. Il y avait le projet Bloom, qui est un projet scientifique aussi français, qui était effectivement lancé aussi par les scientifiques ici, chercheurs d'État. Llama aussi par Meta, qui a été en même temps lancé pour effectivement faire de la génération de texte et toujours se baser un petit peu sur des technologies un petit peu novatrices, dont le RNN, dont le GRU, dont plein d'autres technologies. Aujourd'hui, ce que vous connaissez, c'est un peu cette panoplie un petit peu de technologie. Vous avez effectivement CodeLlama, donc toute la version et tout ce qui est version de code. Il y a Nexus Raven, il y a Open Assistant, CodeLlama, il y a Fine CodeLlama qui est très très bien, qui attend des bons scores d'ailleurs en Python. Il y a Wizard Coder, je vous ferai une petite démonstration après tout à l'heure si vous voulez utiliser un outil et voir un petit peu comment il se comporte. Et du côté de Mistral, très intéressant aussi, on a CodeStral, qui est la version de Mistral Code. On a aujourd'hui Mixtral, entre guillemets, Mixing Stral avec donc de la vision et différentes choses. Et on a d'autres modèles, par exemple comme du SQL ou Mistralic, qui servent par exemple pour générer du SQL ou d'autres types de tâches. Starcoder aussi, qui est une version plus orientée code et qui effectivement est un bon projet open source qui lui se base sur le modèle 15B et qui atteint des bons scores au niveau de la génération de code. On a également Pythia aussi, en Python, qui est assez intéressant, qui a une version chat base aussi, et qui est aussi de la génération de code. On a ce qui est français, Claude 2 et Claude 3 aujourd'hui, ou d'autres projets comme Falcon 3, Falcon 2, ou Qwen aussi, qui atteint des scoring intéressants. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a les LLM généraux et il y a les LLM de code. Et ces LLM de code, effectivement, sont bien regardés pour non seulement réputé pour avoir de très bons scores au niveau du refactoring, au niveau effectivement du debugging, au niveau de la documentation, au niveau de la génération de tests, etc. Mais on va pouvoir le soumettre de plus en plus de raisonnements complexes sur des architectures, des frameworks, autre soit qu'on utilise. Donc en tant que développeur, il faut bien garder et bien dissocier effectivement les LLM ou les technologies génératives, parce que c'est tout l'art aussi de pouvoir bien choisir dès le départ son LLM pour pouvoir effectivement générer du code. Alors ça, c'est un exemple, d'ailleurs il est un peu vieux, 2023 je crois, de benchmark. Les benchmarks, attention, il faut les prendre avec des pincettes parce qu'ils ont différents niveaux. Les différents niveaux, c'est les différents tests qui ont été faits à travers les LLM. Les LLM, par exemple, comme GLU, GLU ou SuperGLU, sont des benchmarks qui vont évaluer la compréhension du langage naturel, l'analyse aussi des sentiments et la résolution de coréférence. Donc tout ça, effectivement, c'est l'un des benchmarks qu'on met en général le plus en avant quand on veut tester un LLM. C'est parce qu'on comprend effectivement les textes en français, les livres, les récits, les poèmes, ce que vous voulez, les citations, les articles de presse, etc. C'est toute la compréhension NLU qui est derrière. Donc l'analyse de sentiments aussi, puisqu'on évidemment, on alimente de sentiments, puis la corrélation ou les corrélations qui sont faites à travers la résolution de problèmes de tous les jours. Donc, l'U est un véritable benchmark qu'il faut regarder avec le MMLU. Le MMLU aussi, ça va tester les connaissances générales, parce qu'au-delà effectivement du raisonnement ou de la compréhension linguistique, il y a effectivement les connaissances générales qui sont apportées. Donc MMLU, ça veut dire, je crois, Massive Multitask Language Understanding. C'est la partie effectivement de test de connaissances qui va me permettre effectivement de savoir est-ce que LLM il est performant dans 57 domaines. 57 domaines, c'est énorme, hein, couvrant les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences, la biologie, la géologie, enfin plein de domaines différents, divers et variés, la chimie, est-ce que vous voulez, pour des connaissances générales. Donc ce sont des benchmarks ici assez convoités. Enfin, il y a ELA Swag qui est un peu moins connu. ELA Swag, c'est un petit peu, si vous voulez, tout ce qui est le raisonnement de sens commun, en fait. Tout ce qui va effectivement demander au modèle de la complétion de phrases, de l'autocomplétion, par exemple, de paraphrases, ou tout ce qui va effectivement décrire une photo, une vidéo, etc. Tout ce qui va raisonner au niveau commun. Les benchmarks spécialisés, maintenant, vous qui êtes développeur ou consultant dans la tech, ce qui peut vous intéresser, par exemple, c'est Humanevol. Humanevol, c'est un des benchmarks les plus utilisés. Il y a Super Humanevol aussi qui existe. Humanevol va se baser sur 164, je crois, ou 165 scénarios différents de code et va faire passer des tests fonctionnels.
la fameuse méthode TDD, celle qui va effectivement nous permettre de tester des codes et de dire s'ils passent ou pas. Donc la génération ou l'autogénération effectivement de texte va effectivement se baser sur Manifold, qui est l'un des plus connus aussi. Et pour ceux qui sont pythonistes, il y a MBPP, le Most Basic Python Programming. Donc ça va tester tous les concepts de programmation, que ce soit séquentiel, fonctionnel ou orienté objet de base de Python. Et là, on va avoir effectivement des benchmarks MBPP assez intéressants au niveau de son évaluation et savoir effectivement si déjà les concepts d'orienté objet au niveau polymorphisme ou héritage ou en soi sont compris par les benchmarks. Également, après d'autres un petit peu moins connus, par exemple le GMS 8K. Donc le GMS, c'est des compétences mathématiques à travers, je crois, 10 000 ou 15 000 problèmes et de résolution de problèmes. Donc là, c'est plus orienté mathématique, mais ça couvre un petit peu la logique qu'un LLM peut raisonner à travers, par exemple, des suites logiques ou des raisonnements à multitâches, etc. C'est qu'on peut avoir des compétences mathématiques assez élevées pour un GSM et se dire que ce LLM est assez robuste pour raisonner. Voilà. Enfin, d'autres LLM, d'autres benchmarks sont un peu moins connus. Vous pouvez tous les retrouver sur Chatbot Arena, qui permet de faire de l'A/B testing entre LLM, de faire tourner 2 LLM côte à côte et de voir quel benchmark, effectivement, il répond le mieux ou le moins bien. Là, on a un peu une matrice de confusion, entre guillemets, avec des couleurs bonnes, vertes, des couleurs moins bonnes, jaunes et rouges un petit peu pour ceux qui ne couvrent pas. Mais vous avez plein de benchmarks qui sont existants sur le web. Je vous invite un peu à les regarder. Attention à ceux qui sont dans la documentation. Si je vais dans la documentation de Mistral ou Codestral, évidemment que le benchmark va être tourné vers Mistral 7B ou vers Codestral, leur solution propriétaire ou open source. Voilà, à prendre avec des pincettes, et il y a des sites bien référents qui existent aussi pour voir les bons benchmarks et les bons chiffres en place. Le LLM, derrière, il va nous servir à raisonner à partir d'un prompt engineering et du contexte. Donc ça, c'est tout ce qui est user input. Il va générer à travers des milliards de paramètres, donc pour pouvoir générer une réponse. Donc cette partie de raisonnement, cette partie où il va prendre ses connaissances à lui, c'est un modèle fermé, va permettre effectivement de raisonner à travers les instructions nouvelles. Le contexte aussi, j'en avais parlé au chapitre 1 qui est aussi important. Donc ça peut être un contexte historique, ça peut être un contexte qui est des exemples, comme du few-shot prompt engineering, ça peut être un contexte autour d'une base de connaissances, du knowledge prompt, ça peut être plein de choses diverses et variées, ça peut être aussi de la température, ce qu'on appelle. Est-ce qu'on doit être créatif ou plutôt absolu? Est-ce qu'au niveau du ton, je suis plutôt dubitatif sur les connaissances? Je ne suis pas sûr, il va falloir raisonner, etc. etc. Enfin, il va raisonner tout avec le prompt engineering, qui sont des techniques avancées d'input. Et en fonction effectivement de ce qu'il sait ou ce qu'il peut restituer, il va sortir un output, une connaissance. Alors, pour l'expliquer un peu dans la profondeur, pas plus, qu'est-ce qui se passe? Quand on prend un texte, en fait, la première chose qu'il faut à un texte en entrée, c'est qu'il va passer par le LLM, on sait, et pour faire un texte généré, un texte qui n'existe pas. Mais par ce texte-là, en fait, il va passer par une première phase de tokenisation. La tokenisation, c'est un processus qui divise le texte en petites unités. On appelle ça effectivement token, pour mieux le traiter. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, il va prendre ces tokens et générer ce qu'on appelle de l'embedding. De l'embedding, c'est transformer un mot ou un morceau de mot en vecteur. Parce que ce que connaissent les ordinateurs, ou ce que savent raisonner, ce sont des nombres. 1, 2, 3, moins 1, etc., etc. Des nombres réels, ce qu'on appelle. Donc, derrière, effectivement, il va pouvoir transformer tous ces tokens en embedding, ce qu'on appelle, donc, en vecteur. On imagine qu'un LLM, finalement, c'est un espace de vecteurs. C'est un espace ici, par exemple, tridimensionnel, où il y a des milliards et même des dizaines de milliards de vecteurs. Et au niveau du processus, il va pouvoir, donc, par son algorithme de transformer que j'ai décrit juste avant, raisonner, donc comprendre un peu les vecteurs qui l'entourent, pour donner des similitudes, des vecteurs qui sont plus ou moins proches, et pour pouvoir après décoder et générer tout à fait ce texte directement en texte nouveau, texte généré. Pour le comprendre, je vous ai fait ici un petit schéma de l'embedding. Le vecteur, par exemple, hélicoptère, drone, roquette, sont des mots qui ont ici un vecteur avec 3 dimensions. On imagine X, Y, Z. 0, 2, 4 pour le drone, pour l'hélicoptère, 0, 3, 3 pour le drone et 0, 4, 2 pour la roquette. En fait, tous ces mots vont être dans l'espace à tridimensions. Et les similitudes seront les mots, entre guillemets, les plus proches dans l'espace vectoriel. Voilà.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'idée derrière, elle consiste essentiellement à représenter en fait du texte ou un mot ou un morceau de mot en vecteur afin qu'il y soit associé. Comme vous voyez, par exemple, que woman et queen sont à peu près dans le même espace ici. King étant un petit peu séparé, mais pas très loin de queen, et puis man étant pas très loin, effectivement, de king. Voilà. On imagine, de manière très schématique, ici, un espace vectoriel où les mots les plus semblables du corpus sont les plus près au niveau d'une distance euclidienne, d'une distance dans l'espace. Donc, derrière, effectivement, il y a plusieurs techniques, après, pour pouvoir apprendre de ces vecteurs-là et apprendre surtout les techniques qui vont regrouper, entre guillemets, ces vecteurs. Il y a Word2Vec2, il y a Skipgram, il y a Cibo, il y a BERT, il y a plein de ces méthodes-là un peu qui permettent de la classification ou, si vous préférez, de la clusterisation de vecteurs. C'est-à-dire de regrouper un petit peu les vecteurs entre eux et de pouvoir se dire, bah, en fait, ces mots-là ou ces mots-là, ce sont des similitudes. Et c'est ça, en fait, le LLM. Le LLM, ce qu'il propose, c'est une architecture et des poids entraînés avec effectivement ces données-là qui sont représentées par des vecteurs, des embeddings, qu'on appelle, sur un espace, et que les similitudes et les mots, entre guillemets, homonymes, synonymes, ou même effectivement les mots proches au niveau lexique ou proches au niveau de leur nature, entre guillemets, vont se retrouver un petit peu dans le même espace tridimension. La représentation en fait de ces vecteurs ne suffit pas. Parce qu'il ne suffit pas de générer pour ça, il faut maintenant aussi des algorithmes, des modèles capables de comprendre aussi ces représentations. Donc il y a un grand nombre d'approches après et de statistiques ou de machine learning qui ont été développées pour permettre de générer des textes, parmi lesquels, par exemple, Ngram ou les chaînes cachées de Markov, les Island Markov Model, plus connu en mathématiques, les classifieurs de la génération de texte, les bag of words, etc., etc. Toutes ces approches en fait de machine learning sont limitées aussi pour pouvoir classifier ou générer, entre guillemets, du texte. C'est là où sont arrivés effectivement les fameux transformers. Parce que les transformers, eux, vont permettre l'architecture un mécanisme d'attention, ce qu'on appelle le mécanisme de self-attention. Ce mécanisme d'attention va permettre de la bonne compréhension du langage. Son principe ressemble un petit peu donc à ce qu'on a dans le cerveau quand on lit une phrase. On analyse simultanément en fait tous les mots en général d'une phrase et les relations qu'il y a entre les mots, les verbes, les sujets, actions, etc., sans se focaliser sur un seul mot uniquement. Au lieu de considérer en fait tous les tokens équivalents en termes de mots, un par un, ce que faisait un peu le RNN de manière séquentielle. Hein. Le RNN, je rappelle dans ma présentation, faisait de gauche à droite la déduction de mots et pouvait effectivement prédire le prochain mot avec un sujet, verbe, complément. Et en général, on retrouve la même coordination dans les mots, mais de manière séquentielle. Alors que là, effectivement, le fait de mesurer un petit peu sur tous les tokens, à la fois de mesurer tous les tokens donc sortants, ici comme vous voyez un peu au schéma, ça va permettre de comprendre des concordances entre les mots et de mesurer un petit peu les similitudes ou des rapprochements entre les mots aussi. Dans cet exemple-là, il est donné que, par exemple, tel ou tel mot va être en relation avec tel ou tel mot. Ça, il va pouvoir avoir son mécanisme d'attention qui va calculer, entre guillemets, la question qui est ouverte, la question qui va être derrière, est-ce que ce verbe-là, tu le retrouves avec un autre verbe ou avec un complément? Est-ce que ce sujet, est-ce qu'il a telle ou telle action ou tel lieu? Voilà, on va donner ce qu'on appelle une query. Donc, la première lettre au mécanisme d'attention, c'est le Q. La query, c'est la question qui va être, ou les questions qui vont être autour de ce mot-là. Puis après, il va y avoir le vecteur, vers quelle direction et quel mot on va se diriger, en fait. Si c'est un verbe, si c'est un mot, si c'est un synonyme, s'il y a un lieu, etc., attendu, par exemple dans tel ou tel jargon, et la value qui va être effectivement la résultante, ici, des mots les plus proches par rapport au mot actuel. Et ce mécanisme d'attention, donc, il est en 3 lettres, Q, V, ici, query, vecteur, et je dis un peu la partie, bref, en 3 lettres, pour derrière se dire, je vais avoir un mécanisme qui va se focus un par un, chaque mot, vers ses relations avec d'autres mots, et ils vont avoir des poids de rapprochement ou de distanciation par rapport à d'autres mots. C'est un peu le schéma ici que vous avez animé sous les yeux. Et ce mécanisme, en fait, il a plusieurs têtes.
C'est-à-dire que tous les mots vont avoir chacune des têtes. C'est pour ça qu'on parle de multi-head self-attention au niveau du mécanisme. On parle de multi-tête parce que derrière, si on a à chaque fois ce même mécanisme qui va faire le produit des 3 sur chacun des mots croisés, on va avoir effectivement un score d'attention qui va être exact par rapport à la phrase. C'est comme si on lisait la phrase en fait dans les deux sens, entre guillemets, et qu'on mettait en même temps tous les mots pour donner leur similitude et leur rapprochement. Et chaque pondération de mots, chaque score d'intention va s'auto-adapter et s'auto-gérer en même temps. Voilà. C'est ça la force aussi des transverses. C'est de pouvoir effectivement simultanément, donc pour chacun des tokens, donner un niveau d'importance. On parle aussi de poids. Je vous invite à lire un PDF ici qui s'appelle Attention is All You Need, qui parle un peu donc, de ce mécanisme. Ce sont des chercheurs de Google qui ont avancé ce mécanisme derrière un draft, derrière un seul PDF qui s'appelle Attention is All You Need et qui décrit un petit peu ce mécanisme d'attention à travers ces scores d'attention. La première chose qu'on a en entrée, c'est encodeur et à la fin, c'est décodeur. En fait, c'est ça qu'il faut retenir dans le mécanisme assez complexe en fait, des transformers. On a un encodeur ici qui va nous permettre ici d'encoder donc, ou de transformer la liste des embeddings. Donc on se rappelle ces phrases après token, après embedding, qui va transformer en fait la liste des embeddings de tokens en une représentation plus condensée, contenant notamment l'information utile pour la réalisation de tâches. On parle d'encoding. Donc là, il va vraiment se baser sur le mécanisme d'attention ici, et notamment les mots qui ont le plus fort score d'attention. Ça, c'est la partie donc compréhension ici en profondeur. Et la partie décoding, c'est la partie ici qui va s'occuper de générer itérativement le texte en sortie, token par token, en utilisant aussi des tokens générés précédemment, bien sûr, et en utilisant effectivement une représentation ici, encodée des tokens d'entrée fournis par l'encodeur. Donc, on a à la fois le LLM qui va travailler autour du décodeur et à la fois tous les embeddings qui ont été encodés par l'encodeur. Donc, le décodeur, il va travailler sur les deux choses et il va travailler à l'intérieur, effectivement, d'un réseau de neurones classique, ce qu'on appelle un full connected, et d'une couche, effectivement, d'attention qui constitue, effectivement, la véritable innovation, entre guillemets, des modèles de transformers. Voilà. Ici, pareil, je vous invite à lire le Attention is All You Need qui décrit un petit peu ce mécanisme en encoding, ici, et décoding. Encoding pour préparer, en fait, le décoding, pour faire travailler ce mécanisme d'attention, et décoding qui va vraiment utiliser la force des LLM, la force effectivement des vecteurs qui sont autour effectivement de ce que j'ai encodé, ou pas très loin, pour faire des connexions, un peu comme dans votre cerveau, et donner effectivement une suite qui est cohérente par rapport à l'output, par rapport à ce qui est généré. Alors attention à des biais, attention à tout ce qui est autour aussi des LLM. Parfois, on a des scores effectivement assez hauts au niveau de la compréhension et au niveau des différents domaines. On a ce qu'on appelle des biais, bien sûr, et des hallucinations. Vous en connaissez un peu quelque chose. Pour les biais, il s'agit de donner, par exemple, des stéréotypes ou des données qui sont parfois trop entraînées ou surentraînées. Et des hallucinations, c'est qu'il va donner complètement des choses, mais soit qui n'existent pas, des dates, des lieux, des personnes, soit même, tant bien même, des fois différentes. Donc, c'est là où il faut faire attention, où il y a quelques affaires aussi, parfois qui éclatent à travers, par exemple, ChatGPT, pour ne pas le citer, c'est que les biais et les hallucinations sont un peu la chasse au LLM, parce que c'est bien d'entraîner un petit peu tout ce mécanisme, mais si on ne le contrôle pas à travers des garde-fous, on peut vite effectivement générer du contenu qui ne soit pas légal, du contenu qui soit naïf, ou qui soit en dehors du raisonnement, ou qui soit carrément effectivement des données fausses ou complètement hallucinatoires. Alors, pour les techniques et tooling d'IA, je vous ai fait une petite panoplie ici d'outils qui sont d'entraînement, de pré-entraînement, de fine-tuning, de RLHF. RLHF, c'est l'Enforcement Learning by Human Feedback. C'est une technique assez connue que vous voyez, assez courant sur ChatGPT. C'est quand on like ou on dislike, ou quand on propose par exemple deux modèles et qu'on n'en choisit qu'un. C'est en général vraiment la couche humaine qui va renforcer ici le LLM et qui va donner en plus, si vous préférez, de l'embedding, des vecteurs un peu plus humains aux choix qui sont faits par rapport à ce qui est généré. Et ça, c'est encore plus
plus intéressant en tout cas pour les connaissances d'un LLM, surtout quand il s'agit d'un LLM par exemple très pointu ou autre. On imagine par exemple dans le droit ou dans le médical, où on a besoin d'approbation de médecins ou d'avocats pour tel choix ou tel contenu. Le RLHF, c'est quelque chose d'assez connu et quelques techniques sont en vogue en ce moment sur les articles Medium et un peu partout. Alors, pour ce qui est déploiement hosting aussi, pour tout ce qui est observable et gouvernance security, je vous ai mis un peu des outils ici. Les plus connus, je pense, et les plus reconnus. Au niveau training, vous avez déjà toute la suite chez les GAFA. Microsoft propose sa plateforme Azure ou AWS chez Amazon la propose aussi. GCP, Google Cloud Platform également. Il y a CoreWeave, il y a d'autres plateformes. Et en librairie ou framework, PyTorch en fait plus connu, de chez Facebook, TensorFlow de chez Google. Il y a NVIDIA CUDA aussi pour la belle librairie de chez NVIDIA avec NVIDIA Institute. Il y a OpenAI qui propose son API et puis ses différentes plateformes. Voilà. Après, il y a tout ce qui est effectivement outils fermés comme outils ouverts. Les outils fermés, vous les connaissez pour la plupart, Anthropic, OpenAI ou autre en soit. Les outils ouverts, c'est ceux que vous pourrez exploiter dans vos projets et les LLM un petit peu plus open source qui sont à la vogue. J'en ai parlé tout à l'heure, en outils de tooling au niveau au niveau log et au niveau scoring. J'en conseille un qui s'appelle Weight and Bias, je vais vous faire une petite démonstration juste après, et qui va vous permettre un petit peu de suivre les scores et suivre un petit peu tout ce qui est entraînement, par exemple, de votre LLM, etc. C'est intéressant parce que vous allez pouvoir suivre notamment tout ce qui est accuracy, précision, tout ce qui est loss function, tout ce qui est fonction de perte, donc reconnaître des faux positifs ou des faux négatifs, ou tant bien même, effectivement, quand il s'agit des LLM, attendre telle réponse ou tel contexte, tel mot-clé, ou même parfois, ou telle connaissance en restitution. Donc là, on va avoir des outils comme Weight and Bias qui sont assez connus. Il y en a d'autres, DeepMind, Scal, Honeywell, d'autres outils qui existent aussi sur le marché. Et là, il y a un bon panorama d'outils qui sont sous vos yeux. Pour parler un petit peu de tout ce qui est architecture, contexte, embedding ou autre en soi, vous avez tout ce qui est orchestration en haut à gauche. Les plus connus étant LangChain et LiamIndex. C'est ici ce que j'utilise couramment. Ce sont des frameworks qui vont vous permettre en Python, en JavaScript, même en Scala, je crois que j'ai vu récemment, qui va vous permettre justement d'avoir des classes ou des fonctions du SDK déjà fournies, par exemple pour orchestrer des pipelines d'entraînement, orchestrer des créations d'agents ou autre en soi. Vous allez avoir tout ce qui est deployment aussi mis à disposition. Tout ce qui est deployment, c'est tout ce qui va être tout ce qui est déploiement continu ou autre comme RunPod. Il y en a un qui est des plus connus, c'est OctoML. Et il n'est pas ici. Tac, je ne le vois pas. Scalability du pré-entraînement, vous avez après même tout ce qui est Google Colab de chez Google, qui est un des plus connus aussi. Et il est un peu petit. Et Lightning AI, qui est PyTorch Lightning, qui est un véritable environnement qui va vous permettre de choisir les pods, les GPU, où on soit entraîné, et avec toutes les dépendances, les paquets, les frameworks, comme LangChain, où on soit embarqué, et tous les projets avec l'IA, avec la veille et les articles aussi qui tombent. Lightning est une belle plateforme aussi qui va vous permettre, qui appartient à la même communauté que PyTorch, qui va permettre aussi d'entraîner et de virtualiser tous les environnements. Enfin, tout ce qui est embedding doit être contenu dans des bases données, ce qu'on appelle bases données vectorielles. Les plus connus, c'est Pinecone, qui est propriétaire, Qdrant, qui est écrit en Rust, qui est open source, ChromaDB, qui est aussi très connu, Weaviate, qui est ici aussi assez connu. Et voilà, vous avez de toutes sortes qui sont des bases données embarquées qui vont permettre de stocker vos embeddings. Par exemple dans le cadre d'un RAG ou de techniques comme ça, et d'interroger après une base de connaissances qui est embedding, qui est vectorisée. Donc ça, c'est comme si on stockait une partie des vecteurs du LLM dans des bases données spécifiques, ce qu'on appelle des vecteurs database. Voilà. Et après, vous avez tout ce qui est effectivement observable, qui va vous permettre de superviser un petit peu votre plateforme. Elm, qui est l'un des plus connus aussi, Superwise, et puis d'autres solutions qui vont vous permettre de déployer et de mesurer un petit peu ce que vous faites. Là, je vous ai mis un petit peu la roadmap de LLM Engineering Roadmap. Vous avez un petit peu la roadmap, entre guillemets, par quoi
commencer et quoi finir un petit peu sur l'apprentissage un petit peu de tout ce qui est LLM et IA générative. Donc, on peut retrouver un petit peu tout ce qui est API de LLM, après les LLM open source, tout ce qui est technique de prompt, puis après de construire un petit peu des bases de données vectorielles, de s'amuser un peu à faire du chunk ou des splitting, de s'amuser un petit peu à faire tout ce qui est vector database avec les différentes techniques, entre guillemets, de documents, de recherche de documents par KNN ou François. Vous avez après tout ce qui est RAG, Retrieval Augmented Generation. Donc là, on va avoir tout ce qui est orchestration, tout ce qui est retrievers, tout ce qui est gestion de mémoire par window, etc., etc. On va avoir ensuite tout ce qui est RAG avancé. Attention, il y a plein de techniques en ce moment qui sont en vogue autour du RAG, autour de la requête, autour des différents agents, autour du post-processing, ou même du pré-processing qu'on peut avoir autour du RAG. J'en prends un exemple, c'est le scrapping, ou comment effectivement on extrait les bonnes insights d'un PDF qui a des données vectorielles comme des graphes, comme des choses comme ça. Là, c'est tout aussi intéressant d'avoir des techniques avancées. Tout ce qui est inférence aussi, il y a des belles librairies comme Flash Intention, etc., ou des données de cache qui vont nous servir un petit peu à gérer un peu tout ce qui est inférence et optimiser les temps de latence, le first token, ce qu'on appelle le temps d'apparition du premier token. Et après, tout ce qui est deployment, que ce soit en local, avec VLLM, avec Ollama, tout ce qui est serveur, etc. Et sécurité à la fin, tout ce qui est prompt typing, backdoors, etc., etc. Voilà, on a mis une petite roadmap ici de LLM Engineer, qui est un petit peu une liste non exhaustive, mais qui va vous permettre un petit peu de tracer un petit peu votre chemin et de parcourir tous les différents chapitres autour des LLM. Alors, celui qui a tué le game, je trouve, et j'en place une spéciale, c'est Mixtral UX7P. Le fameux mixture, le MOE, ce qu'on appelle le Mixture of Experts. Mistral a avancé un modèle en 8 couches, en fait, 8 fois 7B. Et c'est assez novateur, entre guillemets, sur la couche des Transformers notamment, parce qu'il a splitté l'architecture en se disant qu'il y a finalement 8 experts qui peuvent répondre à une même question, qu'elle soit de l'ordre scientifique médical, qu'elle soit de l'ordre logique connaissance, qu'elle soit de l'ordre traduction, génération, classification, résumé ou autre en soi. Donc ça, c'est assez intéressant. Relisez un petit peu la doc de Mistral. Il parle de ce pourquoi ils sont arrivés à 8 x 7B, cette fameuse mixture, ce fameux MOE, Mixture of Experts, et derrière, effectivement, ils parlent de cette architecture qu'ils ont refondue à partir de l'architecture de Transformers pour donner des couches, notamment, à des choix d'orientation sur ces experts-là. Voilà. Je ne vais pas rentrer un peu plus dans le détail, parce qu'il me faudrait toute la nuit, mais par contre, effectivement, c'est aussi intéressant au niveau de l'expertise des calculs, notamment au niveau des embeddings. Alors, le RAG, vous pouvez le faire chez vous, très simplement, avec Mistral 7B, français, 7B, à peu près à 15 Go de poids. Et vous avez des bases de données comme ChromaDB et LangChain, qui est le framework. Voilà. Vous pouvez prendre n'importe quel document ou n'importe quelle tâche, des documents Excel, documents Word, documents texte, ce que vous voulez, et entraîner effectivement ces documents-là. Vous pouvez jouer sur donc, une base de données existante qui est celle de Mistral, en 7B. Vous pouvez même prendre du 15B ou d'autres versions, et jouer un petit peu avec vos données. Pour ça, je vous ai fait un petit schéma. Les PDF, par exemple, vont être chunkés en paragraphes. Les paragraphes vont être chunkés en tokens. Les tokens vont être traduits en embedding, donc en vecteurs. Les vecteurs vont venir se stocker dans une vector database, Pinecone, Qdrant, tout autre en soi. Et quand on va venir interroger ensuite une donnée, un prompt, pareil, il va être embedding par le OpenAI ou par le LLM en question. On va venir interroger aussi les documents qui vont servir de contextualisation. C'est pour ça qu'on parle de RAG, de données augmentées, parce qu'on va venir contextualiser par des documents et des bases de connaissances que l'on a de manière spécifique sur un domaine. Et on va venir effectivement répondre à travers une réponse. Et tout ça se fait orchestré par le framework LangChain. LangChain va permettre de travailler et de créer toute cette pipeline de la création d'embedding de vos documents locaux en passant par la base de données vectorielle jusqu'à effectivement l'embedding général et contextualisé avec les données préexistantes de base de données de connaissances. Voilà. Donc c'est tout ça un petit peu qui vous permet un petit peu de faire du RAG. Et le RAG, il faut le retenir, c'est des données LLM, des données les vôtres qui sont embedding, et qui sont stockés dans une base de données. Et après, effectivement, la génération de la réponse qui sera augmentée
par effectivement les données. Mais retenez bien ceci, c'est que les données, elles sont vectorisées parce qu'effectivement, il faut discuter avec le LLM et le LLM ne comprend que les vecteurs pour pouvoir trouver des analyses et des similitudes par rapport à ce qu'il a en termes de réponse. Le RAG est une technique assez avancée. Elle paraît un peu naïve, entre guillemets, vue comme ça, mais c'est l'une des plus puissantes si vous voulez dépasser n'importe quel LLM. N'importe quel LLM dans n'importe quel domaine précis ou scientifique ou n'importe quoi peut se voir au niveau des performances beaucoup plus haut. Vous prenez ChatGPT, je sais pas, Gmail chez Google, Phi3 chez Microsoft, et vous le raguez, vous augmentez les données, et il va vous donner forcément des réponses beaucoup plus pertinentes et percutantes par rapport effectivement à une connaissance générale et au LLM à nu. Donc le LLM avec le RAG est une solution qui est en vogue avec différentes techniques et qui aujourd'hui effectivement prône sur les LLM classiques. Le fine-tuning. Le fine-tuning, pour parler un petit peu, c'est une autre technique qui va vous servir un petit peu à générer, alors celle-ci, elle prend un peu plus de ressources, mais générer un petit peu plus de connaissances, de données précises, mais surtout de modifier directement le LLM, de ne pas ajouter une surcouche comme le RAG, une surcouche de données, une surcouche de vecteurs, mais de modifier les vecteurs en tant que tels. Pour ça, j'en fais une petite parenthèse, il vous faut des machines puissantes. Je vous fais un petit tour ici. C'est pour ça qu'on s'équipe parfois de cartes graphiques, comme vous voyez ici sur ma caméra. Et bon, celle-là, c'est la GeForce RTX 4090 à 24 bits. 24 Go de VRAM. Mais il nous faut forcément des machines très puissantes pour pouvoir faire tourner pas du RAG, mais du fine-tuning, notamment avec des techniques. Des techniques comme les plus en vogue, comme LoRa ou QLoRa. LoRa, c'est Long Range Adaptation. C'est quelque chose qui va permettre non pas de fine-tuner l'ensemble des vecteurs, parce que ça serait beaucoup trop gros de fine-tuner, par exemple, un modèle qui fait 7 milliards de paramètres, mais plus de fine-tuner une région de vecteurs qui va permettre, en gros, de modifier certaines tâches ou en ajouter ou modifier certaines connaissances. Et le QLoRa, qui est une technique un peu plus récente, c'est la même chose que le LoRa, sauf qu'il est quantifié soit en 8 bits, soit en 4 bits. Donc, il prend encore moins de processus et il délivre une partie même de son entraînement au CPU. Si vous avez un CPU, un petit peu comme ce que je viens de montrer, un i9 à 14900 KF qui envoie du steak avec 20 cœurs, vous pouvez délivrer une partie en soi de l'entraînement et surtout une grosse partie à votre GPU. C'est pour ça qu'il faut avoir plutôt une bonne carte graphique. Là, pour ça, il faut partir sur des V100, des A100 de chez NVIDIA, des architectures qui font 24, 40, 80 gigas minimum en VRAM. Ça prend beaucoup plus, ça consomme beaucoup plus de le faire tourner. Mais par contre, effectivement, si vous voulez créer des nouvelles tâches, si vous voulez créer de nouvelles générations d'images ou autre en soi, c'est par cette technique de fine-tuning, en général, qui est assez utilisée pour ça. Alors, je vous ai mis une représentation un peu plus mathématique ici, qui montre qu'on va, en fait, je vous la fais en français, on va geler, en fait, l'ensemble quasiment des poids. Donc, on appelle ça le gel des poids. Hein. Les poids initiaux donc, du modèle sont complètement fixes pendant l'entraînement et les ajustements sont apportés par des matrices, en fait, additionnelles. Donc, ce qu'on appelle apprenables, réduisant ainsi le nombre de paramètres à entraîner. Donc, ici, la représentation se fera et l'entraînement sur ce qu'on appelle la faible rang. C'est pour ça qu'on parle Low Range Adaptation, LoRa. Parce que les matrices de poids, en fait, denses des modèles sont décomposées en une somme de matrices de rang faible, en fait. Autrement dit, au lieu de modifier directement les poids du modèle principal, LoRa injecte des ajustements à faible rang dans ces poids-là. Voilà, c'est ça pour être précis au niveau de la technique de low range. Ici, effectivement, au niveau de l'efficacité, ça réduit considérablement les ressources en termes de mémoire et de calcul. Puis les matrices d'ajustement, elles peuvent être sauvegardées également comme des poids en réseau de neurones et séparément avec du modèle principal. Ce qui veut dire qu'on peut partager aussi des poids qui ont été effectivement modifiés ou surentraînés ou pré-entraînés. On peut les partager à travers différents modèles qui peuvent être de différentes formes. Je vais vous faire un petit exemple ici de le range juste après, en montrant quelques exemples. Voilà. Donc ça, c'est une partie un petit peu, sans rentrer trop dans les détails mathématiques, une technique de fine-tuning qui est l'une des plus en vogue, que vous allez retrouver un petit peu partout. Il en existe plein de déclinaisons comme le RAG, mais celle de base, effectivement, c'est le Low Range Adaptation qui va permettre un petit peu de ça.
Nos outils, bon là je vous ai mis en écran, en capture d'écran, c'est moi je fonctionne sous VS Code et je vous conseille de fonctionner par notebook. Les notebooks vont permettre d'exécuter bout en bout ici comme un entraînement votre code et de le splitter surtout, de le chunker. C'est le petit conseil que je vous donne parce qu'il y a tellement effectivement de couches de configuration ou autant soit qu'on peut donner par exemple au fine-tuning que je vous conseille pas à pas d'exécuter votre code step by step et pour ça effectivement les EPNB, ce qu'on appelle les notebooks, sont un format propice et sont un bon format notamment dans votre VS Code qui permet de reconnaître directement l'environnement virtuel dans lequel vous êtes ou de le faire tourner par exemple sur des plateformes comme Google Colab. Voilà. Là, je vous ai mis un écran, capture d'écran, c'est Hugging Face. Hugging Face, c'est là où vous avez tous les modèles un petit peu de disponibles. Là, je vous ai montré un modèle ici entraîné autour des NER, autour donc des entités reconnaissables, on appelle Named Entity Recognition. Et c'est un modèle qui va nous permettre donc d'être testé. Déjà, il y a sa description, un peu comme sur GitHub, et il y a son inférence à droite. Par exemple, où j'envoie ici un texte en anglais et médical, il va me reconnaître ici, par exemple, par l'âge, la maladie, un événement clinique, la sévérité, les symptômes. Enfin, il va me reconnaître plein de choses ici. Je vous ai mis cette capture d'écran pour vous dire que Hugging Face, c'est le nouveau GitHub, entre guillemets, de l'IA générative, ou même de l'IA tout court. Là, si j'ai affaire à un modèle, par exemple, de reconnaissance d'entité médicale, qui plus est, ou même un modèle comme GEMA ou comme un LLM, je vais avoir effectivement ce sur quoi il est entraîné, sa learning rate, son batch size, son évaluation de batch size, etc. Tous les caractéristiques et tout ce qui va en découler de l'entraînement de ce fine-tuning. Enfin, Google Colab aussi, là c'est un autre exemple de LoRa où j'ai pris des données de chez Databricks pour entraîner un petit peu des données qui étaient propres chez eux avec Mistral 7B pour pouvoir fine-tuner Mistral 7B. Et j'ai fait une méthode QLoRa parce que je l'ai entraîné en 4 bits. Donc en quantifiant effectivement et en configurant notamment un paquet qui s'appelle Bit and Bytes, que je vous conseille aussi, et qui va vous permettre entre guillemets de downsizer entre guillemets l'entraînement des vecteurs et de les réduire en termes de résolution sur 4 bits. Donc ça, effectivement, c'est très intéressant parce que ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite en entraînement et de faire des entraînements qui ne durent pas des heures et des heures, mais plutôt, on va dire, quelques minutes, entre guillemets. En termes de supervision et autres, il y a un outil que j'aime bien. Je vais quand même vous montrer en partageant mon écran et passer cette présentation. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est partager directement mon écran. Hop, là, vous montrer à quoi ça ressemble sur mon écran, ici. Il y a des plateformes, par exemple, comme OneDB, qui sont très bien faites, qui va vous permettre, comme ici, à l'entraînement de Mistral 7B que je suis venu fine-tuner avec des recettes, différentes métriques, comme le nombre d'époques, comme la courbe de perte, comme la learning rate, la descente de gradient, etc. et mesurer un petit peu les impacts un petit peu que vous avez sur différents tours. Donc c'est intéressant parce que vous voyez les logs, vous voyez les systèmes et les différentes manières dont ils se comportent au niveau de l'entraînement. Ils ont sorti aussi une nouvelle plateforme aussi qui s'appelle Weaves et qui va vous permettre de suivre la même chose du côté des LLM. Donc ça, c'est tout intéressant et ça a commencé. Ça va vous permettre de voir un petit peu les métriques d'une IA générative et d'y répondre. Donc ça ressemble un petit peu à cette interface, mais elle est un peu plus vieille, où il va donner un peu des métriques aux côtés de la phrase qu'il reçoit, des différents mots et de tout ce qu'il reçoit. Par exemple, ici sur OpenAI, c'est un exemple ici d'extraction de fruits au niveau de ma réponse et ma question a été au niveau d'une recette. Donc ici, effectivement, c'est une plateforme pareil qui va s'inscrire où je vais pouvoir jouer, où je vais pouvoir prompter, où je vais pouvoir sélectionner le modèle et jouer un petit peu avec toutes mes données. Je vois que l'heure tourne. Je vais finir ici par quelques démonstrations. Vous pouvez également jouer avec, comme j'ai dit, tous les modèles de chez Hugging Face, que ce soit les modèles architecture ou même les datasets si vous voulez en sélectionner un. Moi, j'en ai sélectionné un petit qui est celui effectivement des recettes. Je vous l'enverrai si vous êtes intéressé par mail, où je l'ai fait tourner ici sur un notebook qui me permettait effectivement de configurer toute la partie
entraînement, sélection des données, etc. Je me suis basé sur un gros dataset qui est un dataset de cuisine, où il y avait des recettes, où il y avait des photos de recettes, où il y avait des ingrédients, les dates de cuisson, etc. Et avec Mistral 7B, je lui ai appris à apprendre des bonnes recettes originales et même à en créer des nouvelles. Voilà, c'est ça le fine-tuning ici qui m'a permis, notamment avec la méthode LoRa, de créer ce dataset ici, Mistral 7BQ LoRa Recipes, et qui a les poids, les différents entraînements, la descente de gradient que je voulais, etc., avec les bonnes métriques qu'il en faut. Donc là, vous voyez tourner ici en local, puisque c'est ici sous VS Code que je le fais. Et je l'ai commenté, donc si vous êtes intéressé, je pourrais vous envoyer ce notebook d'essai avec le prompting après que j'essaye sur les différents essais que j'ai pu faire. Voilà. Pour vous donner aussi une démonstration, au sein de Planning, j'ai fait un petit bot aussi qui va me permettre de jouer un petit peu entre Mistral, Gemma 2, Zephyr, Phi3, Llama, et qui permettait effectivement de répondre avec un entraînement. Donc, vous voyez ici, par exemple, sous mon chatbot, les réponses que ça va générer, et puis le GPU qui va monter un petit peu en tour, mais pas trop, parce que c'est quand même assez optimisé. Comment tu t'appelles? Je ne sais plus si je lui ai donné un nom. Je vais quand même lui regarder si je lui ai donné un nom ou pas. Et ouais, il s'appelle Doctovigne. Cool. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Il est assez succinct, et puis il peut me répondre aussi via Mistral, mais il peut me répondre aussi via Gemma, etc. Ça aussi, je peux le mettre en open source et vous montrer un peu le code source, à quoi ça ressemble. C'est un projet que j'ai fait avec Langchain, avec Lemindex, avec ChromaDB, et puis différentes couches. Il est capable même de scraper un petit peu le web, ou de prendre du vocal, du speech to text. Par exemple, on peut le renseigner sur un document ou une URL. Là, c'est Doctovigne, donc il va me servir à donner des bonnes pratiques autour de mes vignes et comment les soigner. Je vais demander comment bien traiter mes vignes. Hop, il va me donner quelques conseils. Voilà, je vais entraîner un petit bot comme ceci pour donner en tant que vigneron quelques bons conseils et trucs et astuces, et aussi comment traiter correctement mes vignes, et puis des chiffres clés, etc., etc. Voilà, là, il me répond un peu de manière un peu de manière générale. Je peux également, par exemple, lui envoyer une URL directement où il peut aller scraper sur le web. Je peux lui envoyer aussi un petit document ici, par exemple, le guide du vigneron, admettons, et je vais lui demander comment bien faire une vendange de mes vignes. C'est pas grave s'il y a quelques fautes ou que c'est mal orthographié. Ici, il va tourner, il va réfléchir, il va raisonner aussi par rapport au document ici que je lui ai envoyé, et il va me permettre ici de retrouver ici des connaissances qui sont non seulement générales, celles qu'il a appris avec Gemma 2 ou Mistral 7B ou autre en soi, et celles qu'il va récupérer aussi à travers le document. Voilà. Donc il me répond aussi de manière très simple, et là je suis complètement en local, ce qui est aussi intéressant, et je peux même m'amuser à regarder un petit peu les fichiers que je lui ai envoyé, par exemple ici sur la fluorescence dorée, et il peut me répondre, par exemple, c'est quoi la FD? Décris-moi. Hop là, je vais même lui demander un petit peu c'est quoi la fluorescence dorée, des connaissances un petit peu qu'il a dans des documents. Il va essayer de raisonner, et il a non seulement cette base de connaissances, mais bien sûr la fluorescence dorée, c'est quelque chose qu'il connaît peu ou pas, voilà, mais il va pouvoir effectivement me sortir. Alors je vais quand même lui nettoyer un peu le contexte pour l'effet des mots. La fluorescence dorée, sur ma démonstration, c'est ce qu'il est en termes de connaissances dans ce document ici uploadé, ici. Et voilà, il va me dire effectivement la fluorescence dorée, sujet important pour les viticulteurs. C'est quoi les symptômes? Et vous voyez, il me suggère même des questions ici, directement liées, parce qu'il a pu effectivement analyser le document et voir un petit peu les bonnes insights, les bons prompts ici à générer. Donc, il peut me suggérer à tout moment des questions. Voilà. Tac, tac, tac. Et voilà, il va me donner les différents symptômes, etc., comment l'observer, etc. Donc là, c'est intéressant. Je vous ai préparé un petit use case ici, permettant d'articuler un petit peu tout le projet. Voilà.
Alors, c'est tout pour ce live en soi, 19h et quelques. Je crois que j'ai directement les questions dans le commentaire. Je vais tenter d'y répondre. Je vais arrêter de partager ici mon écran. Hop. Est-ce qu'il y a des questions ? Je ne vois pas la ligne. Merci Cyril. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou si tant bien même vous êtes intéressé de près ou de loin par des notebooks, par des démonstrations ou autre en soit plus approfondies. J'ai qu'une heure malheureusement pour présenter un petit peu tous les concepts, mais je ferai d'autres tech live aussi pour aller un peu plus aussi dans la profondeur. Si vous avez directement des demandes, d'autres en soit d'exemples, je peux très bien vous envoyer ça. Alors, il y a Jean-Claude Devin qui me dit, tu connais Spring AI? Non. Je connais Spring, si on parle du framework en soi, mais Spring AI, non, je ne connais pas. Je pense que c'est une solution d'IA générative en soi. Il y en a beaucoup qui sont transverses et il y a beaucoup de techniques et beaucoup de choses qui sortent derrière tout ça. Je suis en train de lire des gros PDF scientifiques aussi autour de Mamba, une autre architecture qui fait concurrence à la Transformers et qui sont aussi un peu avant-gardistes autour des connaissances, autour des choses qu'on peut améliorer en termes sur différents points LLM. Quattro RTX 4000. Alors, la Quadro RTX 4000, je la connais un petit peu pour avoir fait un peu une benchmark. Au niveau des CUDA Tensor, elle était un petit peu moins puissante que ma RTX 4090 suprême avec refroidissement. Mais c'est une très très bonne carte graphique. Si vous voulez commencer un petit peu sur même du 3080 ou 4080, devrait suffire. Si vous voulez commencer même par entraîner des petites machines ou des machines en GPU, vous avez un compte gratuit d'abord sous Google Colab. Vous pouvez commencer à consommer un peu de crédit là-dessus. Il y a des A100, des V100, des T4, des petites machines qui sont bien puissantes en termes de GPU afin d'aller sur vos domaines respectifs à entraîner et commencer à entraîner des modèles open source. Oui, je confirme, Bastien d'Israël Transformers est effectivement un peu plus digeste à raisonner autre en soi si vous êtes un peu si vous voulez pas rentrer un peu dans le produit scalaire un peu des matrices et autres en soi. Et c'est vrai que c'est en fait mais un autre conseil que je vous donne, c'est aller voir les PDF qui sortent de Stanford, qui sortent du MIT, qui sortent des Cambridge ou des différentes recherches. Il y a une très bonne plateforme qui fait les drafts ou les proposals de ces trucs-là et qui vulgarise un petit peu à fond tout ça. Ou tant bien même, il y a par exemple Thibaut Neveu ou d'autres YouTubers qui essayent de vulgariser en tant que data science les concepts un petit peu comme ceci sur YouTube ou sur des plateformes. Vous avez des bons podcasts aussi qui faut bien savoir qu'il faut distinguer le monde de la recherche qui sont étudiés que pour ça et qui font toute leur journée des modèles effectivement de réseaux neurones d'architecture, mais vraiment très poussés. Et puis effectivement ceux qui utilisent ou qui exploitent un petit peu ces drafts ou ces documents de recherche pour en faire des frameworks, pour en faire des architectures ou des LLM ou des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment deux mondes à part et on a la chance entre guillemets d'avoir un acteur français qui s'appelle Arthur Mensch, qui a créé Mistral et qui fait aussi dans son blog, qui écrit des choses assez intéressantes autour des réseaux sociaux. À aller voir, je vous conseille son Twitter, son LinkedIn. Il écrit des articles Medium assez avancés sur la chose. J'aurais aimé pouvoir faire encore plus de démonstrations. J'avais encore plein d'onglets ouverts et je voulais encore bien montrer. Je pense qu'il y aura d'autres tech live après Noël, notamment sur d'autres techniques aussi ou d'autres outils que j'utilise. Je vais m'organiser avec Lani qui est autre en soi pour pouvoir vous faire toutes les présentations et vulgariser ça à fond pour les différentes
différentes semaines à venir après Noël. Alors, il y a une question de Niels. Est-ce qu'un modèle doté d'un RAG reste un sujet à des hallucinations? Auquel cas, on pourrait les gérer principalement à travers des prompts. Alors, c'est une bonne question, Niels. Tout modèle peut halluciner. Nous-mêmes, on peut halluciner aussi. Parce que ça se base sur les réseaux de neurones. Et à partir du moment où tu as des réseaux de neurones, donc des réseaux probabilistes pondérés, c'est qu'il y a des hallucinations, c'est qu'il va faire aussi des biais ou des raccourcis parfois qu'on ne veut pas ou qu'on ne souhaite pas forcément. On a des garde-fous. Google a sorti Shield Guard, Shield quelque chose, une solution pour mettre aussi. C'est un framework qui permet de mettre des. Ouais, on va appeler ça des cannes entre guillemets autour d'un entraînement de RAG, un entraînement par LLM. Mais bien sûr que tu peux toujours effectivement. La seule chose que tu peux, on va dire, diminuer, c'est la partie biais. C'est la partie où les connaissances qui vont sortir avec une température qui est moindre, à 0,2 ou 0,1, peu créative, va être plutôt absolue. Si tu entraînes des documents scientifiques, documents médicaux ou documents par exemple juridiques, en RAG, tu lui amènes des milliards de documents et il peut composer avec beaucoup de données vectorisées. Là, il est intéressant effectivement de voir qu'il est peu sujet, n'empêche, au biais, en fait. Surtout dans un domaine précis où les gens vont utiliser un assistant de manière assez précise. Néanmoins, pour les hallucinations, c'est autre chose. Moi, à travers, il y en a qui le savent, à travers ma petite appli, je m'amusais à mettre par exemple des PDF et des fichiers Excel. Sur les fichiers Excel, ils étaient moins en hallucination. Sur les Excel, par exemple, l'interprétation par exemple de graphes ou de choses comme ça, il hallucine un peu plus, ou il avait des chiffres un peu à côté, ou autre en soi, ou il m'inventait aussi parfois. Mais ça restera toujours aussi plus précis de pouvoir faire du RAG ou toutes ces techniques-là avec effectivement la maîtrise de pipeline, avec LangChain notamment, où tu vas maîtriser à fond ce qui va rentrer en RAG, ce qui va rentrer en prompt, ce qui va rentrer en contexte. Et tu vas pouvoir un petit peu plus te cadrer, on va dire, qu'un LLM général ou que effectivement en implémentant un OpenAI ou un Mistral ou autre en soi. Voilà. C'est que quand effectivement il a des connaissances un peu plus, on peut estimer effectivement qu'au niveau du RAG, il y aura moins de biais. D'hallucinations, je ne sais pas dans tout domaine. Je sais qu'il aura des connaissances plus précises, mais au niveau du biais, en tous les cas, il y aura certainement moins de biais que s'il avait de manière générale. Parce que le problème, c'est quand il manque de connaissances, c'est là où il va effectivement tenter une généralité, où il va effectivement tenter un raccourci, entre guillemets, ou un stéréotype, ou autre en soi. Un peu moins une hallucination, mais ce qui est sûr, c'est que ça rend les réponses plus précises et à la fois plus nuancées. Voilà. C'est que s'il a des connaissances sur la flavescence dorée, ici, s'il a des connaissances, par exemple, sur une maladie bactérienne donc, qui touche les vignes, je vais pouvoir effectivement cadrer un peu plus avec mon RAG des connaissances dont il aura connaissance et il ne pourra pas, ou il aura, comme dans un contexte, tu veux, de prompt, il aura moins sujet à aller ailleurs que mes connaissances que je vais lui amener en RAG, en réalité augmentée. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair par rapport à ça, mais c'est un peu l'idée. Néanmoins, tu as des outils aussi pour suivre ça. J'en place une. Tu as Langsmith, après LangChain, qui va te permettre aussi d'attendre des prompts, autant soit, de pouvoir aussi cadrer un peu plus et mesurer par des métriques, notamment le nombre d'hallucinations ou autant soit qu'il peut faire. Voilà. C'est comme une batterie de tests, comme tu as des jeux d'entraînement, des jeux de tests et autant soit dans du deep learning. Tu vas pouvoir, dans les jeux de validation, notamment, lui mettre des flags et lui dire bah ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et j'en place une dernière. La dernière technique par contre qui peut potentiellement éviter ou diminuer le taux d'hallucination, c'est le RLHF, le Reinforcement Learning by Human Feedbacks. Là, il n'y a pas sujet, effectivement, parce que tu vas lui donner des penalties s'il répond mal ou par hallucination, et des rewards s'il répond bien. Et là, ça sera effectivement par le biais humain d'avoir une surcouche entraîner ou pré-entraîner autour du modèle pour éviter aussi au maximum les dérives qui vont amener vers les hallucinations. Voilà. Est-ce que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous avez également mon mail si vous voulez que je revienne sur des slides ou que je revienne sur des explications, il n'y a pas de problème. J'avais dit qu'on durait normalement 30 minutes, mais me connaissant, je suis pas. Quand je suis parti pour toute la nuit en explication. C'est
Si vous n'avez pas d'autres questions, on peut s'arrêter là, je propose, pour ce deuxième Tech Live. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir été présents et jusqu'au bout pour les plus fidèles. Il y aura d'autres chapitres dans lesquels je vais décrire d'autres techniques et que je vais effectivement focus un peu plus sur quelques démonstrations parce que j'avais encore plein d'autres démonstrations, mais j'ai le temps qui me court après. Mais néanmoins, une promesse est sûre, c'est qu'il y aura d'autres Tech Live après ce Noël-là. Donc, restez informés et connectés avec Planning. Et si vous avez des questions, je suis encore disponible sur les réseaux sociaux, par mail ou autre en soi. Voilà. Merci à vous. Et je vous souhaite une excellente soirée, une bonne continuation dans vos projets et j'espère à bientôt.